Hello et bienvenue sur le podcast Les matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette et notre invité aujourd'hui qui est... Vincent Duluc. Oui, il y avait une petite hésitation, mais il s'est souvenu de comment il s'appelle. Ravi de t'avoir avec nous, Vincent. Belle plume de l'équipe journal sportif dans laquelle je prends beaucoup de plaisir. Quand des millions de Français à te lire depuis très longtemps, c'est là où j'ai appris en fait le français quand je suis arrivé en France, en lisant l'équipe tous les matins. Ça m'a vachement aidé, même si tu vois que j'ai encore du mal à m'exprimer en français. Journaliste sportif donc, écrivain aussi. Et puis bien sûr, on a pris l'habitude de te voir à la télé. Toi aussi ces dernières années. Vincent, on te l'aurait dit au début de ta carrière, tu aurais pensé quoi ? J'aurais du mal à y penser, d'autant que avant 20 ans, j'étais légèrement bègue et je me voyais pas vraiment à la télé. Donc non, j'imaginais pas ça du tout. Mais c'est pas désagréable. J'ai commencé avec Eugène Sacomano à la fin des années 90 et on continue aujourd'hui avec notamment l'équipe du soir. C'est assez sympa. Ouais, quand on est bien entouré, c'est plus sympa de toute façon. Toi qui as dû regarder des milliers de matchs pour le boulot, mais aussi pour le plaisir, à quel point ça a été difficile de ne choisir que 5 matchs, Vincent ? Ça a été atroce. Ça a été affreux. J'ai essayé du coup de choisir des dates un peu différentes, mais qui aient tout un sens pour moi, oui. Soit sentimental, soit éventuellement professionnel, mais voilà, qui se ressemble pas trop dans l'idéal. On va voir ça, on attaque tout de suite les matchs de la vie de Vincent Duluc. Match numéro 1, quel est ton choix et pourquoi ? C'est Saint-Étienne-Kiev en 1976. C'est pas ce que tu m'avais dit, dans le sens chronologique. Ah, chronologique, pardon, yes. Je suis désolé. Alors évidemment, c'est le match numéro 1, mais pour le coup, c'est le match nourricier qui a tout changé pour moi. C'est un Arsenal-Wolverhampton à Pâques 1972 à Highbury. J'étais à Londres avec mes parents et voilà, j'avais vu Arsenal battre Wolverhampton. Oui, mais ça c'est original comme choix, effectivement, parce que personne n'avait choisi le match de 72 entre Arsenal et Wolverhampton Wanderers à Highbury jusqu'à là. Donc raconte, qu'est-ce que tu faisais à Londres à ce moment-là et comment tu t'es retrouvé au stade ? En fait, ma mère était prof d'anglais et donc chaque année, dans la fratrie, on était 4, 3 garçons et une fille, et chaque année, ils emmenaient un des enfants en Angleterre. Et cette année-là, c'était mon tour. Uh-huh. Et donc, mon père avait acheté des places pour aller à Highbury. Et c'était la première fois de ma vie que je voyais un match en couleur. Oui. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas l'habitude déjà. À la télé, c'était en noir et blanc. Voilà, c'était un samedi après-midi. Et les trucs qui m'avaient autant fasciné que le match, c'est que le samedi soir à l'hôtel, en rentrant, on avait vu Match of the Day et que j'avais revu les images de matchs que j'avais vus l'après-midi. Oui. Alors ça m'était jamais arrivé. C'était d'une magie absolue. Ah oui, j'imagine bien. Voilà. Alors, Highbury, en plus, c'est un stade, peut-être parce que tu avais à peine ou presque 10 ans. J'avais 9 ans, ouais. 9 ans, et demi, ouais. Donc, à ce moment-là, tu ne pouvais pas savoir tout ce que ce stade allait représenter, peut-être même pour toi plus tard. Non, je peux pas savoir que j'y retournerais pour le travail aussi souvent, que j'y verrais autant de Français y laisser une trace. Mais j'en garde un souvenir magique. Il y a une scène du film Carton jaune, Fever Pitch de Nick Hornby. Yes. Bon, évidemment, j'ai lu le livre, mais le film était tout à fait honorable. Il y a une scène du film où le gamin, comme ça, monte les marches d'Highbury avec son père. Il trouve, voilà, la vie est normale. Et tout d'un coup, il arrive en haut des marches et boum, il prend dans la tête le stade, le public, les gens dans les terrasses et tout, les chants. Et tout d'un coup, et il bascule à vie. Mais c'est un peu ce qui m'est arrivé. Et voilà, j'ai plongé dans ce bain-là et j'ai passé ma vie à essayer d'y retourner. Mais on partage en quelque sorte cette expérience-là parce que moi, gamin un peu plus âgé, quand j'avais mes 18 ans, j'allais à Highbury regarder les Gunners et j'étais derrière le but avec mes potes. Et d'imaginer que quelques années plus tard, je serai de retour en tant que journaliste, dans un premier temps, dans la presse écrite, c'était déjà pas mal, mais encore quelques années en avance, en train de faire des interviews avec les stars de l'équipe, en français en plus. C'était impossible d'imaginer de telles choses. Quels sont tes souvenirs du match ? Est-ce qu'il y a quelques images de cette équipe d'Arsenal-là ? Parce que je suis allé chercher, j'avais pas mal de noms en tête, mais c'était l'époque de Charlie George et Alors, John Radford, les rouflaquettes. Bien sûr. Formidable. Je connais à peu près l'équipe par cœur encore que j'ai vu jouer. Je la connais d'autant mieux que
20 ou 30 années plus tard, j'ai racheté le programme à Highbury. Oui. Tu sais que sur Amnell Road, la petite rue qui remonte derrière le long du stade, il y a toujours des boîtes comme les bouquinistes, mais avec les vieux programmes. Oui. Et j'ai retrouvé le programme de ce match. Donc j'ai racheté le programme de ce match. Et voilà. Et quelqu'un avait mis au stylo l'équipe qui avait débuté, etc. Alors, je savais un ou deux près. Je savais que Charlie George n'était pas là, en fait, ce jour-là. Il n'avait pas joué. Je crois que c'était Peter Marinello qui avait joué à sa place devant. Oui, les jeunes, Mais il y avait Radford, il y avait Armstrong, il y avait Graham, il y avait McClintock, il y avait, il y avait Ray Kennedy, il y avait Bob Wilson, dans les buts, Simpson, Rice, il y avait tout ça. Ouais. Et il y avait Alan Ball, mais avec Wolverhampton. Il était avec Wolverhampton. Absolument, ce jour-là. Ça m'avait échappé, oui. Oui, mais effectivement, Rice, qui était l'adjoint d'Arsène Wenger pendant toutes ces années, qui était arrière droit, donc ce jour de 72, quand tu te retrouves à Highbury, et ta vie change. Voilà, et celui que j'ai oublié, c'est McNabb, voilà. Et là, je pense que j'ai dit les 11 à peu près. Je pense que tu as eu tout le monde, là. Pas mal du tout. Toi qui es né donc, le 6 septembre 62 à Vichy, c'était ta première fois aussi en Angleterre, donc C'était mon premier match en Angleterre. Je pense que j'étais déjà allé en Angleterre, parce que c'était vraiment, encore une fois, mes parents, enfin ma mère y allait assez souvent. J'ai fait tous les échanges scolaires possibles et imaginables. Je me suis retrouvé plusieurs années de suite à Chesterfield, dans le Derbyshire, chez le premier international black de jeu à 13 de l'équipe d'Angleterre, qui s'appelait Cecil Thompson, qui était un type fascinant, qui avait fait un bouquin sur sa vie et tout. Donc non, je suis vraiment allé souvent. Mais oui, c'est le bain original, c'est le vaccin, pas le vaccin, mais ouais, si, c'est le virus plutôt que le vaccin. Le virus plutôt, oui. Et à 9 ans, tu es déjà fan de foot? Tu es joueur de foot? À 9 ans, je joue déjà en poussin à Bourg-Péronat, absolument, au FC Bourg-Péronat. Et je suis déjà fan de foot, je lis déjà l'équipe quasiment tous les jours, je lis France Football, je lis But, je lis Miroir du Foot, je lis le Football Magazine. Je me rends compte que que j'ai commencé vraiment très très jeune. J'ai toujours dévoré la presse. Bon, en général, c'est mon père qui le ramenait à la maison, mais dès que j'ai eu un peu d'argent de poche et qu'il le ramenait moins, j'allais acheter les compléments moi-même. Et j'ai adoré ça. Mais surtout en arrivant en Angleterre, ce que j'ai adoré, c'est que il y avait du foot partout, dans tous les marchands de journaux. Il y avait et Match of the Day, qu'on soupçonne pas l'existence de cette émission-là, avec le générique, la musique des mariachis, là, mais c'était magique. Oui, c'est vrai, c'est des bons souvenirs, ça. Et quand tu as donc ces 9 ans, le jour de ce match-là, t'es quel genre d'enfant? Raconte un peu ton enfance, alors. Il y a qui à la maison, déjà? J'ai un frère aîné, un frère cadet et une sœur qui est plus jeune. Je suis mon frère cadet a joué un peu au foot avec moi de temps en temps. Enfin, il a fait 2-3 saisons. Mais je suis le plus passionné de foot. Mon père est stéphanois et il allait à Geoffroy Guichard quand il était très jeune. Il a toujours été supporter de l'AS Saint-Étienne. Et donc c'est lui qui a ramené un peu le foot à la maison. Ma mère était totalement indifférente et je pense qu'effectivement elle est allée à Highbury pour me faire plaisir, qu'elle aurait préféré me traîner au British Museum. Mais d'ailleurs elle m'a traîné au British Museum parce que je me souviens que cette année-là, on voulait aller au British Museum et il y avait à peu près 4 km de queue pour Toutankhamon qui était là à ce moment-là. Ah oui, c'était à ce moment-là. Il y avait Toutankhamon, donc c'était impossible. Mais voilà, c'était où j'avais dû dire je veux bien aller au musée mais on va au foot ou un truc comme ça, quoi. Je te donne un Toutankhamon si tu me donnes un Ray Kennedy en échange. Oui, pas mal. Et donc tu es déjà sportif et tu joues au foot, mais à quel poste? Je joue gardien déjà. Je joue gardien, même si en poussin des fois on changeait pas mal de postes, mais je jouais déjà gardien et mon idole était Pat Jennings déjà. Ah oui. Alors que c'était pas encore le gardien d'Arsenal. C'était le gardien de Tottenham à l'époque. Il est venu à Arsenal plus tard. Mais j'adorais ça. Mais ce qui est étrange, c'est qu'à l'époque, on construit une mythologie sur l'imaginaire parce que on voit pas les matchs. On les voit quasiment pas. On voit des photos, on lit 2-3 choses qui peuvent nous marquer. On voit des résumés dans le meilleur des cas. Mais c'est tout. Donc c'était juste des photos Il y avait notamment une photo de lui sur une sortie aérienne. Il tenait à main nue un ballon blanc comme ça sur la poitrine avec son beau maillot vert, ses cheveux un peu longs, etc. Et tout. Et je trouvais qu'il dégageait quelque chose d'assez incroyable. Et donc j'ai toujours adoré Pat Jennings. Pat Jennings réputé pour avoir des mains énormes. Effectivement, je me souviens. Joueur de Tottenham qui était quand même gardien pour Arsenal par la suite. Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont fait le switch entre les deux clubs. Sol Campbell,
plus récemment. Oui, mais il a plus mal vécu, lui. Oui, oh là là. J'étais à Tottenham le jour où il est revenu avec Arsenal et il y avait 40 000 panneaux Judas. Et tout le monde criait Judas, Judas. Ouais, horrible, horrible. C'est affreux. On va avancer vers match numéro 2. Vincent, tu nous as déjà teasé un peu tout à l'heure. Le 17 mars 1976 au Chaudron, donc Saint-Étienne, le club de ton papa, pour ce match de Coupe d'Europe contre le Dynamo Kiev. Alors pourquoi tu choisis ce match-là ? Parce que c'est mon premier match, c'est mon premier grand match en France. En fait, j'étais donc dirigé à l'Arsenal, mais c'est mon premier grand match en France. Et c'est pas n'importe quel match, et c'est mon premier match à Geoffroy Guichard. Alors pour le coup, la mythologie des Verts et de Geoffroy Guichard, elle existait à la maison. Parce que mon père était déjà allé souvent au match avec ses copains, mais il m'avait jamais emmené, voilà. Et en fait, c'est un peu à lui quand même que je dois être allé à ce match, parce qu'il était prof de lettres dans mon lycée. Dans le lycée Lalande à Bourg-en-Bresse. Et à l'époque, ils avaient décidé d'organiser un voyage pour ce match avec le lycée. Donc en fait, le lycée avait fait 2 bus, je crois. Mais à l'époque, ils devaient envoyer une lettre à l'AS Saint-Étienne avec un chèque. Et puis voilà, ils recevaient les places. Enfin, normal, la vie, quoi. C'était pas compliqué. Donc on était partis en bus l'après-midi. Et puis on était arrivé très tôt à Saint-Étienne. Je me rappelle peut-être vers 4h30. Je me souviens que les portes s'étaient ouvertes à 5h30, que je m'étais précipité contre le grillage au milieu du but, juste contre le grillage, vraiment, pour être le plus près possible. Surtout que, bon, à 13 ans, je sais pas combien je faisais, mais je devais faire un petit 1m50, quoi, un truc comme ça. Et quand levé de rideau, il y avait eu Laurent Rousset avec les Minimes de Mazargues, parce qu'il avait signé un contrat de non-sollicitation, etc. Et tout. Mais cette soirée avait été complètement magique, incroyable. Et j'étais au milieu du but, là où Dominique Rocheteau a marqué le but de la qualification à Rudakoff, sur le centre de Patrick Révelli. Et c'est une soirée complètement fantastique, mais qui m'a marqué à vie, oui, vraiment. J'imagine bien. Rappelons à notre audience qu'il y avait 2-0 à l'aller. C'est ça. Saint-Étienne avait joué non pas à Kiev, mais avait joué à Simferopol en Crimée. Dans la neige, ce match aller, et ils avaient perdu 2-0. Et voilà, il y a la saison précédente, il y avait déjà eu un exploit des Verts, parce qu'ils avaient perdu 4-1 à Split et ils avaient gagné 5-1 au retour. Donc il y avait déjà une espèce de mythologie du renversement, on dirait aujourd'hui de la remontada, mais à l'époque on appelait ça juste un exploit, c'était banal. Il y avait ça dans l'air un peu, et je me souviens d'une ambiance mais assourdissante, complètement folle, avec des chants. Il n'y avait pas d'ultra, il n'y avait pas de capot, il n'y avait pas de chant organisé. Le chant le plus organisé de l'époque qui existait, c'était « Allez les Verts » sur l'air d'Ave Maria. Ah oui. Oui, ça faisait « Allez les Verts », voilà, sur l'air d'Ave Maria. Et c'était incroyable, Et c'est Oleg Blokin qui est en face en plus, Ballon d'Or. Hein. Oleg Blokin, Ballon d'Or 75, qui est en face et qui a une balle incroyable de 2-1 à 2-0. Ah non, de 1 partout, pardon. À 1-0 pour les Verts. Il a un contre à 2 contre 1 avec Konichenko. Et il attend. Et Christian Lopez revient, sauve, et sur la contre-attaque, 2e but d'Hervé Révelli, 2-0, et c'est comme ça que ça bascule. Donc ça, voilà, il y avait tout ce soir-là, et c'est vraiment la soirée qui a profondément marqué mon adolescence. Et Dominique Rocheteau qui marque lors des prolongations, c'est ça, le 3e but ? Oui, absolument, alors qu'il a la bouche en sang, parce que voilà, il est complètement épuisé, il a les chaussettes complètement en bas, il n'arrive plus à marquer, il est percuté de crampes, et ça finit comme ça, et c'était complètement incroyable. Le lendemain matin, je ne suis pas allé au lycée, je me suis pas levé. Ah non, il fallait marquer le coup, et voilà. Je me suis fait engueuler, mais ça valait le coup. Oui, ton père, en tant que supporter de Saint-Étienne, il avait râlé quand même, mais on était rentré à 3h, 4h du matin. J'avais estimé qu'il fallait quand même que ça méritait une prime. Oui, quand même. Et tous ces gamins qui ont la chance de vivre ça ensemble en plus, j'ai du mal à penser que effectivement aujourd'hui qu'il puisse se passer un truc comme ça, quoi. Mais j'ai du mal à imaginer qu'un lycée lambda à 150 km de l'endroit arriverait à avoir 80 places ou 100 places et que ça poserait aucun problème. C'est ça, pour ça c'était assez fou, mais ça se faisait aussi simplement que ça à l'époque. Hein. Ouais, un autre temps, mais c'était quand même bien. Mais à l'époque, pour acheter des places de foot, il fallait effectivement remplir un bon de commande dans le journal, souvent, envoyer un chèque et on recevait les billets par la poste. C'était ça l'histoire. Ah oui. Mais oui, bien sûr. Alors que nous, en Angleterre, on devait aller au stade et juste attendre. Parfois des heures derrière le but pour avoir. Mais bon, c'était premier venu, premier servi.
Tu as 13-14 ans, donc au moment de ce match-là à Saint-Étienne. Tu sais déjà ce que tu as envie de faire plus tard à ce moment-là? Non, pas du tout. Tu es encore fou de foot? Oui, je suis toujours. Oui, je suis vraiment très fou de foot. Je suis un fou de foot un peu frustré parce qu'à cette époque-là, on a 6-7 matchs par an. À cette époque, surtout, les présidents visionnaires pensent que la télé va vider les stades et donc décident l'occultation. C'est-à-dire que les antennes régionales étaient privées des matchs qui avaient lieu dans le coin. C'est-à-dire que nous, à Bourg-en-Bresse, à 150 km de Saint-Étienne, on n'avait pas les matchs de Saint-Étienne en Coupe d'Europe. C'est-à-dire qu'il fallait prendre le téléportable du voisin, faire en sorte que l'antenne, au lieu d'être sur le col du Pilat, aille vers le Pays de Gex et la Suisse, au col de la Faucille. Et on avait une espèce d'image un peu qui était un peu grillagée, un peu comme Canal sans décodeur. Et on arrivait à suivre comme ça. Et je me souviens d'avoir suivi comme ça dans la cuisine avec le télé du voisin, branché sur le col de la Faucille, à un Saint-Étienne Rangers, Glasgow Rangers cette année-là. Donc voilà, donc la vie était difficile pour les gens qui aimaient le foot. C'est fou quand même. Quand on pense maintenant qu'effectivement, ils pensaient beaucoup à ça. Même en Angleterre aujourd'hui, le fait que les matchs, il n'y a aucun match de 15 heures, quand la plupart des clubs jouent en Angleterre, on n'a pas le droit de diffuser un match en direct. Et ça racine dans la même idée que mais si le match est à la télé, personne ne va venir au stade, alors que les stades sont pleins. Et plus on voit de matchs à la télé, plus les stades sont pleins, en fait. Oui, et puis même quelles que soient les divisions, c'est-à-dire qu'on pourrait vouloir préserver les autres divisions. Oui. Mais les autres divisions, je ne suis pas sûr que ça changerait. Parce que le côté clanique et le sentiment de l'appartenance est bien plus important en Angleterre qu'un espèce d'amour global du football qui ferait qu'on resterait à la maison le samedi après-midi entre 15h et 17h. Non, et puis aussi, c'est peut-être une question d'horaire aussi, parce que moi, je râle souvent contre les matchs en France à 21h. Ça me tue. Et c'est tellement contre l'idée de pouvoir y aller en famille, pouvoir emmener les enfants. Si le match commence à 21h, c'est aussi ça. C'est culturel, mais en Angleterre, en Allemagne, effectivement, c'est l'après-midi, donc tout le monde peut y aller. En Angleterre, on voit ça que le lundi soir et pour certains matchs en retard. Mais c'est vraiment l'exception. Oui. C'est tout le monde râle. Donc, tu ne sais pas ce que tu vas faire plus tard à cet âge-là? Non, je ne sais pas. Je suis plutôt un cancre à l'école, c'est la réalité. C'est-à-dire qu'étant fils de prof, comme c'est jamais assez bien, du coup, je me suis dit qu'il valait mieux rien faire. C'était pas la peine. Le rebelle. C'était plus simple. Et puis, le côté bon élève avait déjà été pris par mon frère aîné, donc c'était vraiment pas la peine. J'allais pas l'imiter comme ça. Ouais. Donc non, j'étais vraiment un cancre et je faisais pas grand-chose. Si, je lisais un peu, voire beaucoup, mais c'était à peu près tout. Et savoir ce que je voulais faire plus tard, non. J'avais envie de jouer au foot, j'avais envie de... Mais le reste, non, non. J'avais absolument aucune idée. Et tu étais un bon gardien de but, alors? Non, j'étais pas un très bon gardien de but, non. J'étais un gardien qui faisait avec ses moyens, qui n'était pas trop mal placé, mais qui n'a pas des qualités naturelles exceptionnelles. J'allais pas très vite, je sautais pas très haut, j'étais pas très spectaculaire, mais j'étais à peu près là où ça se passait. Donc dans les bons jours, ça allait, quoi. Oui, mais tu jouais dans une équipe? Oui, bien sûr, j'ai joué à Bourg-Peronnage, j'ai joué en minime, en cadet, en junior, en réserve. J'ai fait quelques matchs en cadet ligue, en junior de ligue, voilà, des choses comme ça, voilà, c'est tout. Tu avais un petit niveau correct quand même. Ouais, mais rien de... J'ai manqué à personne quand j'ai arrêté à 20 ans parce que justement, je travaillais déjà. Ah on va arriver justement. Il s'en sont remis très bien, je crois. Oui, quand même, sans toi. Match numéro 3, alors Vincent, effectivement, on est le 23 juin 1984 au Stade Vélodrome de Marseille. Demi-finale de l'Euro 1984, France-Portugal. Alors, je suis déjà journaliste, mais évidemment, je ne suis pas accrédité pour l'Euro. J'ai 21 ans, je suis journaliste à l'Agence du Progrès à Bourg-en-Bresse. Et le seul papier de l'Euro qu'on me demande, c'est un papier d'ambiance sur les supporters du Danemark qui ont envahi le camping de Bourg-en-Bresse. Donc, mon seul papier de l'Euro 84, ça sera sur les... Sacrés souvenirs. Sur les casques en plastique avec les cornes qui sont partout dans le camping. Mais les gars étaient adorables. Voilà, ouais. C'était des gars qui avaient toujours soif et jamais sommeil. Et c'était des bons candidats pour l'interview. Et ils étaient vraiment très sympas. Mais j'en garde le souvenir d'un été un peu particulier. D'abord, ça a été particulier parce que c'était la première fois que l'équipe de France gagnait quelque chose. On a enfin su qu'on pouvait gagner quelque chose. C'est-à-dire que les Verts, en 75-76, avaient un peu décomplexé le foot français déjà. Parce que le Grand Reims, c'était longtemps avant. Mais là, ils avaient décomplexé. Mais là, c'est la première fois enfin qu'on gagnait. D'ailleurs, l'été allait être glorieux jusqu'au bout, puisque l'équipe de France olympique d'Henri Michel allait devenir championne olympique à Los Angeles. Mais donc, il y a cet été-là.
Et puis il y a l'émotion d'un truc qui ressemble quand même un petit peu à un élan national. C'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on aime le foot, qu'on est une exception à l'école, à l'époque. Oui. Dans une classe de 30 en France, au milieu des années 70, au maximum, vous allez être 3 à aimer le foot. Wow. Personne, pas de supporters, rien du tout. Éventuellement, les filles acceptaient de parler de Dominique Rocheteau. Vraiment. Mais c'est tout. Les garçons, non. Ça les intéressait pas. Ils devaient être jaloux. Mais donc, c'était pas du tout une culture sportive. Personne ne suivait le foot. Et il y avait d'ailleurs, en France, il y avait un mépris des classes intellectuelles pour le foot dans les années 70, mais qui était vraiment flagrant. Mais même dans la presse sportive, à l'équipe, le journaliste principal de l'équipe de l'époque, le patron de la rédaction, c'était Gaston Meyer, le pape de l'athlétisme. Et en pleine fièvre verte, comme on l'appelait en 76, il avait écrit vivement que cette vulgarité s'arrête et qu'on revienne un peu au vrai sport. Oh oui. Donc, voilà, donc vraiment, on n'était pas du tout... le maire de Saint-Étienne, Michel Durafour, qui était ministre du Travail, mais qu'on appelait ministre du Chômage à l'époque, était même pas allé à Glasgow parce qu'il avait une séance de questions-réponses à l'Assemblée nationale. Non. Mais on était complètement à une autre époque. C'est-à-dire que pas du tout de culture sportive, rien à voir avec le pays où tu as grandi. Oui. C'était vraiment complètement différent. Et c'est quelque chose qu'on retrouvait au lycée. Donc, à l'école, personne ne s'intéresserait vraiment au foot. Et en 84, tout d'un coup, il y a un élan, parce qu'il y a un feuilleton. Il y a Platini qui marque au premier match, et puis qui marque au deuxième match, et puis qui marque ses 3 buts au troisième match. Et puis après, il y a cette demi-finale à Marseille. Et là, l'émotion, elle est absolue, parce que les Portugais, souvenir que j'en ai, c'est qu'ils étaient bien meilleurs que nous. Mais que la nuit est magique, avec le dernier sprint de Tigana, et le centre retrait, et le but de Platini. Et voilà, et là, on s'est dit que c'était incroyable, quoi. Tu as regardé ce match où? J'ai regardé ce match chez moi. Je me souviens très bien. Voilà, chez moi, chez mes parents. J'avais pas encore mon appartement. J'avais 19. Non, en 84. Si, chez moi, j'avais mon appartement, bien sûr que si. J'étais déjà marié. Si. J'ai regardé chez moi. Voilà, ça, je me souviens très bien, mais à crier, à me ronger les sangs pendant la prolongation parce que le suspense était invraisemblable, parce que tout était en équilibre et tout. Et on était tellement marqué par Séville 2 ans plus tôt qu'on se disait qu'on n'allait pas gagner ce match-là encore. Oui. Parce que, et en plus, c'était jusqu'au bout, hein, parce que le but de la victoire en prolongation, c'est 119e. Oui, voilà, c'est quelque chose comme ça, absolument. Oui. Et c'est le fameux match avec Domergue avec les coups francs de Jean-François Domergue, absolument. Oui. Le jour de son anniversaire, me semble-t-il. Oui. Et c'était une belle équipe de Portugal, effectivement, en face. Il y avait Néné, Jordao, il y avait des joueurs magnifiques. Chalana, qui jouera à Bordeaux plus tard. Oui. Non, il y avait vraiment des très très bons joueurs. Et Luis, notre collègue ici à Beansport, a fait un match énorme. J'ai regardé les images de ce match avant de m'asseoir avec toi, Vincent, et c'était extraordinaire. J'avais déjà les souvenirs en tête, mais ce match était vraiment formidable. Et l'ambiance était incroyable, parce que le Vélodrome était le stade qui accueillait le plus de public en France à l'époque. Parce que notre plus grand stade était le Parc des Princes, qui arrivait même pas à 50 000, difficilement à 45, je crois, je me rappelle plus. Mais dans l'ancien Vélodrome, il y avait officiellement 60 000 et pas officiellement, ça rentrait de partout. Hein. Donc il y en avait de partout. Le Vélodrome était encore là, la piste Vélodrome était encore là, donc ils étaient partout, les gars. Fabuleux cette victoire-là. Et donc après, il y a la victoire en finale et la France qui gagne effectivement. Pour la première fois, un grand tournoi, champion d'Europe. Et toi, jeune journaliste alors? Et moi, jeune journaliste à Bourg-en-Bresse, spécialiste du rugby et du basket. Rugby et basket. Voilà, par choix? Parce que c'était les 2 sports principaux de la ville. Le foot était en honneur régional. Oui, okay. Le rugby était en Groupe A, quand même, en première division. Et le basket était en National 3. Mais aujourd'hui, le basket, c'est une des 4 meilleures équipes françaises, puisque nous sommes en demi-finale de la Pro A. Donc voilà, c'est les 2 sports principaux à Bourg. Le foot a toujours été un sport un peu accessoire. Même si, sur le tard, Bourg est monté en Ligue 2 pendant 3 saisons. On va parler de cette équipe dans un instant, mais à quel moment tu switches au foot et à quel moment tu pars à l'équipe? En fait, à l'été 86, le groupe Persan a racheté le Progrès, donc beaucoup d'anciens sont partis en même temps. Tout le service des sports à Lyon est parti. On m'avait déjà demandé de venir à Lyon avant que tous ces gens s'en aillent, pour faire le rugby et l'athlétisme à l'époque. Donc ça, c'était au printemps 86, j'avais 23 ans et on demandait d'aller à la Sportive à Lyon. Moi, j'étais d'accord, j'avais fait le tour à Bourg, j'étais rentré pigiste à 17 ans, donc j'étais vraiment resté plus de 6 ans, donc j'ai dit allons-y. Et puis, un des 2 envoyés spéciaux à la Coupe du Monde, du coup, est parti. Mais est parti chez lui au lieu de partir à la Coupe du Monde, parce qu'il a demandé la clause de cession.
Et du coup, il restait une accréditation. J'ai dit, mais moi, si vous voulez, j'y vais, il n'y a pas de problème. Et du coup, j'y suis allé 15 jours. Donc, je suis parti 15 jours à la Coupe du Monde 86. C'était ma première Coupe du Monde. Wow. Quand je suis revenu, je suis reparti 15 jours au championnat d'Europe d'athlétisme à Stuttgart. Pareil, c'était l'été. La rédaction sportive n'était pas reconstituée encore, quoi. Tout le monde était parti, voilà. Et les nouveaux allaient arriver seulement en septembre. Et en septembre, je suis revenu d'abord toujours sur l'athlétisme et le rugby, comme prévu. Mais 1 an et demi après, environ, j'ai repris la rubrique Olympique Lyonnais. Voilà, on m'a proposé de faire l'OL à ce moment-là, et c'est comme ça que j'ai basculé sur le foot, quoi. D'accord. Et donc, le cancre de la classe à l'école, il a quand même trouvé son chemin, quoi. Mais il a trouvé son chemin parce qu'à un moment, il s'est mis au boulot. C'est-à-dire que ouais, ce que j'ai fait, que ce soit au Progrès à Bourg, au Progrès à Lyon, où on travaillait à l'époque 7 jours sur 7, tout le temps, et on écrivait, on faisait des papiers. Et finalement, c'est là que j'ai fait. C'est comme si j'étais allé en fac, quoi. C'est-à-dire que c'est les années que j'ai pas fait à l'université, je les ai faites à apprendre le métier comme ça. Alors parfois un peu tout seul, en me cognant au mur, puis parfois avec l'aide des gens qui te font gagner un peu de temps en te faisant une remarque utile ou des choses comme ça. Voilà, bien sûr. Est-ce que tu te souviens d'un moment où il y a un déclic, ou je ne sais pas, c'est un moment où tu te dis, ouais, en fait, ça, je peux faire ça, je suis pas mal. Mais en fait, assez tôt, parce que je suis rentré pigiste donc après mon bac, tout de suite après mon bac, que j'ai eu alors qu'il me manquait des points. Mais voilà, c'est pour dire que j'étais des cancres jusqu'au moment du bac. J'ai un diplôme du bac où il y a marqué avec 192 points sur 200 nécessaires, Vincent Deluc est admis aux épreuves du baccalauréat. Donc voilà, c'est quand même... Bravo. Bravo. Il m'en manquait 8 quand même. Et donc, j'ai pas fait d'études derrière, mais je suis rentré pigiste tout de suite au Progrès. Et j'ai adoré ça. J'ai adoré l'idée de me lever pour faire ça. J'ai adoré l'idée de travailler le week-end pendant que les autres se reposent, de me reposer la semaine pendant que les autres travaillent. Ou j'ai adoré cette liberté d'arriver à l'heure qu'on veut. Mais enfin, dans la réalité, j'arrivais toujours à 9h du matin. Je repartais toujours à 9h du soir. Mais oui, j'ai adoré ça. Et puis j'ai adoré l'idée aussi de travailler, de raconter la vie et les matchs de mes copains de lycée, de mes copains d'enfance, en fait. Parce que concrètement, c'est ce qui est arrivé pendant 5 ou 6 ans. Ah oui. Donc c'était vraiment sympa. Effectivement. Vous écoutez, le cher auditeur, Les Matchs de ma vie, le podcast de Beansport. Notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Vincent Deluc, la plus belle plume du football français, mais par chauvin pour un sou. On a déjà entendu que tu aimes le foot anglais, Vincent, et tu as consacré il y a quelque temps un livre à l'un des meilleurs joueurs britanniques de l'histoire, le fantasque George Best, le Nord-Irlandais qui a brillé avec Manchester United dans les années 60. Avant de briller dans pas mal de bars un petit peu partout. Le livre est intitulé « Le 5e Beatles » et si vous ne le connaissez pas encore, je le recommande très chaudement. Mais pourquoi lui, Vincent? Pourquoi George Best? Parce qu'il m'a toujours fasciné. C'est vraiment un joueur qui m'a complètement fasciné. Il s'est trouvé que j'avais fait sa nécro quand il est mort pour l'équipe. Et que j'ai vu comme un signe, parce que j'adorais ce joueur, j'avais lu des tas d'histoires, j'avais lu des livres sur lui, etc. et tout. Et juste derrière, je suis parti à Los Angeles, au moment où Beckham signe à Los Angeles, je suis parti pour l'équipe magazine à Los Angeles sur les traces de George Best en disant, avant Beckham, il y a un autre numéro 7 de Man U qui a traîné là-bas. Oui. Et donc j'avais rencontré son ex-femme, son ancien président, son ancien entraîneur, des choses comme ça. Ouais. Donc j'avais vraiment un matériau fantastique et ça correspondait complètement à une mythologie dans laquelle j'avais envie de me plonger. C'est-à-dire qu'il y avait le foot anglais, le swinging London, la musique, les mini-jupes, l'alcool. Il y avait tout, quoi. Et puis ce personnage fantastique. Donc, je suis... Ça fait très content de soi, mais c'est pas le cas du tout. Je suis content de ce bouquin parce que j'ai mis de moi et je suis très... Voilà, il est en poche, il a été en BD. Et il est formidable, ce livre. Donc, c'est vraiment... Il y a plein de choses qui m'ont toujours plu et qui sont là-dedans, quoi, en fait. C'est une histoire touchante aussi parce qu'un homme qui a beaucoup de soucis finalement, beaucoup de points faibles par rapport à sa personnalité, quoi. Il plonge dans l'alcool. Donc même si on le connaît de loin pour les punchlines, parce qu'il en a sorti tellement, parce qu'il était très drôle aussi, et le talent, il avait tellement... on imagine, aujourd'hui, un George Best, il serait multimilliardaire, il serait, je ne sais pas, un mélange de Ronaldo. Il a peut-être réussi à boire encore plus et plus tôt. Ouais, peut-être aussi. J'aurais pu dire aussi que tu avais écrit sur le match que tu avais mis en numéro 2 aussi, un printemps 76. Oui, qui était
très fouteux, mais un peu social aussi, parce que c'est sur la coïncidence de l'émergence des Verts à Saint-Étienne de milieu des 70 et sur la fin des mines et de la classe ouvrière. Voilà, c'était plus un peu un côté initiatique où je raconte effectivement le premier match et ça. Mais oui, Georges Best, je trouve que c'est une idée incroyable. D'ailleurs, j'ai regardé, je m'étais plongé, il y avait à peu près 40 livres qui existaient sur Georges Best en Angleterre, dont à peu près 30 ont pour titre Georges et moi. Ça peut être son coiffeur, Georges et moi, ça peut être... et c'est toujours Georges et moi. Voilà. Il en avait des potes. Et ton prochain livre alors? Mon prochain livre, déjà il y a j'ai écrit avec Hugo Loris son autobiographie qui sort le 5 juin, qui s'appelle Le monde entre les mains, et dans laquelle il raconte sa vie. Et moi je trouve ça, j'ai trouvé ça intéressant, et c'était très intéressant de le faire avec lui parce que c'est un type rigoureux, méticuleux, et qui est au fond un peu un grand pudique, et là qui a essayé de se déshabiller un peu. Ouais, il arrive à se livrer parce qu'effectivement, pudique et oui, voilà, il a pas un facile d'accès. Il a un peu de mal à donner un peu, mais là je pense qu'il l'a fait, donc j'espère que c'est réussi, et j'espère que ça plaira. Discussion entre deux gardiens. Oui, non, mais ça, non, je lui ai épargné ça quand même. Et puis sinon, j'ai un roman qui devrait sortir en janvier, toujours chez Stock, qui est mon éditeur habituel. Ah oui? Le roman sur c'est peut-être un peu trop tôt pour nous le dire. Non, mais moi je sais sur quoi, mais j'arrive pas à le résumer. Donc voilà. Un roman personnel et une espèce de fiction autobiographique comme tout le monde en fait. Voilà. Je suis pas très original, j'espère juste que je l'aurai fait bien. J'espère juste que ça sera bien. Voilà. On l'attend ça avec impatience. Et j'ai vu que notre ami Bernard Lyons aussi. Absolument, il a sorti un livre aux éditions En Exergue qui s'appelle Les copains d'abord. Et franchement, qui est très sympa. Et j'invite tout le monde à acheter un coup d'œil et à le commander. C'est vraiment un truc qui lui ressemble, un truc généreux et touchant. Sacré bout en train, ce Bernard Lyons. On arrive au 4e match de ta liste, Vincent. Il s'agit d'un 8e de finale de la Coupe de France. Un match joué le 28 février 1998 entre Bourg-Péronnas et le FC Metz, joué au Stade Gerland de Lyon. Pourquoi cette rencontre a autant d'importance pour toi? Ah, quelle aventure! Parce qu'en fait, évidemment, c'est mon club de cœur, mon club de toujours. Et surtout, l'entraîneur, c'était un copain d'enfance avec qui à qui j'avais joué, j'avais fait mes premières booms. L'entraîneur c'était Pierre Moron. L'entraîneur adjoint, Denis Promonet, copain d'enfance avec qui j'avais joué au foot, fait mes premières booms. Le directeur sportif, c'était Fanfan Cheva, un ancien joueur d'Auxerre et de Lyon et de Blois, avec qui je m'étais entraîné, mais je n'avais pas joué, mais avec qui je m'étais entraîné, qui était vraiment quelqu'un que je connaissais depuis très longtemps, un bon copain. Et ça m'a replongé dans mes souvenirs, parce que soudain, l'équipe m'a envoyé suivre Bourg-Péronnas, et j'ai été envoyé spécial dans ma ville. Wow. Et ça, c'était fantastique. C'est-à-dire que j'aurais pu dormir chez mes parents, mais je leur disais non, je vais rentrer tard, je vais aller à l'hôtel. J'allais les voir quand même, évidemment. Mais du coup, j'étais à l'hôtel envoyé spécial dans ma ville. Et ça, c'est fantastique. C'est parce que dans le groupe, en plus, à l'époque, j'étais jeune. Je pouvais sortir sans être fatigué. Et donc, on sortait à peu près tous les soirs. On allait en boîte. Et il y avait toujours un moment, à 3h du matin, une fille qui venait vous voir, qui disait « Dis Vincent, tu te rappelles, on était ensemble en 3e. » Et ça, c'est un truc qui arrive jamais. Et il y a eu donc en plus l'exploit, donc un sentiment incroyable. Je suis pas sûr d'avoir pas été debout sur la table de la tribune de presse à Lyon, à une époque où Metz était leader de championnat, avec une équipe remarquable, avec Pires, avec Pouget, avec Song, avec Letizy, vraiment, il y avait une équipe incroyable. Oui, Blanchard, Mérieux, absolument. Voilà, énorme équipe. Ouais. Et surtout, toute la ville était venue. C'est-à-dire que la route nationale entre Bourg et Lyon, mais c'était la caravane du Tour. Il n'y avait que des bressants de partout le long de la route. À chaque café, ils s'arrêtaient, ils klaxonnaient les autres qui passaient, etc. Donc, ça a fait un grand défilé. On avait passé les nuits à manger des grenouilles avec eux à Saint-Paul-de-Varax, à la Dombes. Non, c'était une histoire assez incroyable. Et à l'époque, on ne paraissait pas le dimanche. Ça arrive le samedi soir et le lundi matin, donc on en fait des tonnes, évidemment, l'exploit du Tour, etc. Et le surlendemain, on fait un papier. Je fais un retour. Je vais voir un joueur qui faisait les 3-8 dans une usine frigorifique à Saint-Cyr-sur-Menton. Je vais voir mon pote entraîneur Pierre Moron, qui nous a quittés malheureusement depuis et qui bossait à l'EDF. Donc, avec Alain de Martignac, le photographe de l'équipe, on fait le tour de la ville et on fait un peu sa tournée avec sa camionnette de l'EDF le lendemain du jour où il a sorti Metz. Et le mardi matin, en une de l'équipe, il y avait Boris Becker,
Michael Jordan et Pierre Mauron, mon ami d'enfance. Ah, et ça, franchement, c'est une histoire invraisemblable. La meilleure une possible. Et en plus, parce que c'était une équipe en 4e division, quoi, CF1, c'était et qui une équipe venait de monter. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, sur le papier, il n'y a aucune chance. Non, sur le papier, il n'y avait aucune chance, mais ils avaient quelques joueurs qui avaient été formés dans des clubs pro, qui parfois avaient joué dans des clubs pro, comme les jumeaux Jérémy, Benjamin Sutter, comme le buteur de l'époque Didier Collet, qui avait joué en Détroit à l'OL, qui sortait des centres de formation. Voilà, ils avaient quelques très bons joueurs. J'ai noté aussi qu'il y avait 4 David dans cette équipe. Je ne sais pas pourquoi j'ai noté ça, mais il y avait David Curcy, David Haredi, David Durati. David Durati au milieu, absolument. Et mon préféré, David Poulet. David Poulet, David Chicken. Oui, qui était un gars de l'Est et qui jouait stopper, un mec adorable, absolument. Ben voilà, formidable souvenir donc, de ce 28 février 98. Tu disais au début que quand on allait jeune à un stade, on n'imaginait pas qu'on y revienne. Oui. Eh ben, j'ai jamais imaginé, quand j'étais gamin à Bourg-Perona, qu'un jour je raconterais les histoires de Bourg-Perona dans l'équipe. C'est un des trucs les plus incroyables qui me soit arrivé, vraiment. Ah oui, c'est formidable, effectivement. Correspondant dans ta propre ville. Si vous écoutez la direction de Beansport, Brighton, pour aller suivre... bon, allez. On arrive au dernier des 5 matchs qui ont le plus marqué ta vie, Vincent Duluc. Et pour finir en beauté, nous allons retrouver le Stade Gerland désormais. Mais cette fois, c'est bien l'Olympique Lyonnais qui joue pour une rencontre qui ressemble à une finale du championnat de France le 4 mai 2002. L'OL et Lens. Veux-tu bien nous rappeler la situation et pourquoi tu termines ta liste avec cette soirée-là? Alors j'ai hésité avec un match de l'équipe de France parce que j'ai quand même suivi en live, sans doute, j'avais cherché à calculer mais j'étais pas sûr de certains matchs parce que je me rappelle plus des fois s'il était ou pas. C'était entre 480 et 500. J'en ai vu, le match de l'équipe de France de foot. Et j'ai hésité avec la finale de l'Euro, avec France-Italie notamment, qui a une émotion énorme, ou même France-Brésil, mais surtout France-Italie, parce que j'avais fini mon papier coup de CF finale, et quand Victor égalise, il faut tout refaire. Oui. Mais c'est fantastique, on est heureux de tout refaire. Enfin, c'est des sensations assez incroyables, et une adrénaline qu'on ne retrouve pas ailleurs. Enfin, je dis oui comme si moi, l'anglais, mais je ne sais pas ce que c'est. Oui, mais tu peux imaginer ça, ça. Et en fait, mais j'ai choisi Lyon parce que c'est l'autre feuilleton que j'ai suivi finalement toute ma carrière. C'est qu'en arrivant au Progrès de Lyon en 87, j'ai pris la rubrique OL. Ola, c'était là depuis 6 mois. Donc je peux presque dire que je l'ai vu arriver. Oui. Et donc c'est le club que j'ai suivi tout le temps. Moi, supporter de Saint-Etienne, fils de supporter de Saint-Etienne, voilà, c'est vraiment le club que j'ai suivi tout le temps. Et ce jour-là, c'est pas tellement le fait que Lyon soit champion, parce qu'ils l'ont été d'autres fois. Et c'est simplement ce que ça représente dans le feuilleton. C'est effectivement... C'est un basculement parce que Lyon est enfin champion de France, ils l'ont jamais été. On dit qu'Olas a toujours été pressé, mais il a quand même attendu 15 ans avant de gagner un truc. Il avait gagné la Coupe de la Ligue l'année d'avant, mais pour un type pressé, il a vraiment attendu longtemps. Mais c'est surtout, le souvenir que j'en ai, c'est l'après-match. C'est-à-dire que c'est une des dernières fois, enfin c'est encore arrivé à Lyon pendant quelques années, mais c'est la dernière génération où nous, les journalistes, on était invités après à faire la fête avec eux. Mm-hmm. Ils avaient loué une péniche et on avait passé la soirée avec eux en péniche. Et moi, les grands souvenirs que j'ai, ça m'est arrivé pour la montée de Guignon, par exemple. J'ai passé la nuit avec eux dans une boîte sur la route de Digoin ou de Paray-le-Monial, je ne sais plus. Et j'en garde un souvenir fantastique. Et en fait, ce qui est bien dans le feuilleton, c'est effectivement d'avoir suivi tous les épisodes. Et là, pour le coup, moi, c'était depuis 15 ans à peu près. Et d'être là le moment où quelque chose de particulier se passe. Et de ne pas être exclu comme on l'est tous dans notre métier maintenant aujourd'hui. Vous encore, Bill, de temps en temps, vous avez les droits, donc vous avez le droit d'être à certains endroits, mais quand vous n'avez pas les droits, vous êtes exclu comme nous, comme tout le monde, etc. et tout. On voit bien que c'est compliqué de garder la proximité avec les acteurs du foot en général, parce qu'ils sont difficilement accessibles. Et là, en fait, j'ai choisi ce match-là parce que c'était un moment où cette proximité existait encore, où on pouvait, où Lyon invitait les journalistes à Saint-Tropez en fin de saison quand ils étaient champions et qu'on pouvait discuter tranquille et que rien de ce dont on parlait sortait dans le journal. On n'était pas là pour ça. Il n'y avait pas assez de courses, il n'y avait pas encore Internet, ou Internet balbutiait. Enfin voilà, c'était pas un souci. Oui. Et les gars se méfiaient pas de nous comme de la peste. Et c'est un peu le côté... j'ai choisi un peu le côté monde perdu. À la fois le côté feuilletonesque, c'est le feuilleton que j'ai le plus suivi en 35 ans, enfin en plus de 40 ans de boulot. Et puis le côté monde perdu. Ce soir-là, on a vécu un événement... De l'intérieur aussi, comme après, on les a quasiment plus jamais vécus. Oui, surtout avec le recul, peut-être ce sentiment de privilège, quoi, d'être au cœur de tout ça. Bien sûr, mais en fait, ce qui nous intéresse, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce métier.
déjà, c'est d'être toujours au cœur de l'événement, d'être là où ça se passe. Ça, toujours, c'est important. C'est aussi d'avoir la chance de raconter les meilleurs moments de la vie des autres. Parce que finalement, c'est en ça que ça consiste. Et parfois, tout se mélange. On raconte le meilleur moment de la vie des autres, puis on participe à ces moments-là, et on est à l'intérieur de ces moments-là, et on voit des choses que les autres ne voient pas. Et ça, c'est vraiment... Ouais, ça c'est privilégié, et ça, c'est agréable. Et c'est pour ça que j'ai choisi 2002, parce qu'il y a eu d'autres titres, mais qui ont été un peu plus banals parfois. Les premières fois, c'est toujours spécial, forcément. La première fois, voilà, c'est un peu particulier. Mais je me souviens aussi d'avoir fait encore une fois, d'autres nuits avec des équipes qui montaient ou des équipes qui gagnent la Coupe de France. Et voilà, ça reste, il en reste toujours quelque chose. Ouais, d'être au cœur de l'événement, comme tu dis. Je regardais l'équipe qui a gagné ce premier titre avec Lyon, donc après cette victoire par 3-1, avec des buts de Govou, Violo et L'Aigle. Et une nuit de folie, j'imagine que tu vas nous raconter dans un instant, mais Coupé, les Bréchet, Cassapa, De Flandre, Delmotte, Edmilson, La Ville, ouais, Carrière, Fouet, Juninho, L'Aigle, ouais, Anderson, of course, Sonny. Bien sûr. Ouais, Govou, Luandoula, Marlène et Jacques Santini sur le banc. Absolument, c'est donc un Stéphanois, Jacques Santini, qui a apporté à l'OL et à Jean-Michel Aulas ses 2 premiers titres, parce que c'est lui qui avait gagné la Coupe de la Ligue l'année d'avant et qui a gagné la Ligue 1 l'année suivante. Oui. Qu'est-ce que tu te souviens de la nuit après cette victoire-là? Alors, toi, tu dois te faire ton papier avant de rejoindre la fête, non? Moi, je fais mon papier, mais ça, on a l'habitude. Nous, l'équipe boucle à minuit. On sait qu'on a 3/4 d'heure pour faire le papier, qu'à minuit moins quart, c'est fini. Après, on descend aux interviews, mais de toute façon, c'est trop tard. Et à l'époque, Internet balbutiant, je ne suis pas sûr qu'il y ait quelqu'un qui soit resté pour qu'on ait balancé des réacts comme on le ferait aujourd'hui jusqu'à 1h moins quart. Ça, on ne le faisait pas. Donc après, c'était tout pour le récit du lundi. On avait le temps. On savait que le dimanche, ils allaient aller à l'hôtel de Ville le présenter. Et donc là, l'OL avait fait passer le mot au suiveur, mais peut-être pas à tous les journalistes, juste aux suiveurs habituels. Rendez-vous sur la péniche à Marais-sur-le-Rhône. Je ne sais plus comment s'appelait la péniche, etc. Et on a passé la nuit sur cette péniche, à discuter avec les uns, avec les autres, open bar. Et ouais, c'était un moment agréable. Et la question n'est pas d'être ou de ne pas être supporter de l'OL, elle n'est pas d'être ou de ne pas être heureux de ce premier titre. La question, elle est juste que c'était le prolongement d'un investissement professionnel sur plusieurs années autour de ce feuilleton-là, à essayer de comprendre ce qui se passait, à essayer d'avoir des contacts, des informations avec les joueurs, avec l'encadrement, essayer de réfléchir comment ce club s'était construit, comment cette équipe s'était construite. Et donc c'était un peu la ponctuation, le point final de tout ça. Ouais. Ouais, je me souviens, Vincent, peut-être que toi non, mais ça m'avait marqué. La première fois que je t'ai rencontré, c'était à Lyon. C'est qu'on a fait la fête sur les quais de Saône avec Vikash Dorasso. C'est ça, effectivement. que c'est celui qui payait la tournée qui choisissait ce que les autres buvaient. Ça, voilà, je m'en souviens très bien. Ouais, oh là. Oui, et qu'à un moment, c'était Mazout. Oui. C'était Mazout. Mazout, c'était pastis avec... Coca. Pastis Coca, voilà, exactement. Mazout, pastis Coca. Oui, il y avait toutes sortes de mélanges. C'était les Kelson, on avait fini au petit jour. Hein. Et je me souviens, oui, parce que c'était dans un bar où j'avais pas remarqué en rentrant, mais tout était noué, on ne pouvait pas voir à l'extérieur. Non. Donc quand à un moment donné, on se dit, bon, peut-être qu'on devrait y aller, et on sort, il est 7h du matin en fait. Et moi, j'avais un train dans 1 heure, je n'avais pas dormi. Ah ouais, non, c'était... Merci Vikash pour ce bon souvenir. Oui, mais ça c'était cool effectivement d'être... Comme tu disais, mais c'était après un Lyon-Arsenal en Ligue des Champions. Tiens, je me souviens de ça. C'était des bons souvenirs. Le fait que tu as bien expliqué pourquoi ce match de 2002 était le dernier sur ta liste. Il n'y a rien de plus récent. Est-ce que tu es quand même optimiste pour l'avenir de ce sport que tu aimes? Mais il y a 30 matchs que j'ai adorés depuis. Hein. Oui. J'aurais pu mettre encore les matchs de l'équipe de France. J'aurais pu mettre la finale Milan-Liverpool à Istanbul en 2005. J'aurais pu mettre des choses auxquelles j'ai eu la chance d'assister. Et il y a eu des matchs fantastiques. J'aurais pu mettre le Ajax-Tottenham retour, où j'étais aussi avec le triplé de Lucas. En fait, toutes les émotions qui sortent de l'ordinaire, ça laisse chez nous une trace incroyable. Il n'y a pas que les palmarès et que les victoires qui comptent. Il faut qu'il y ait l'émotion. En fait, c'est ça qu'on cherche.
Moi, quand je vais au cinéma, je cherche l'émotion. Et quand je vais au foot, je cherche l'émotion aussi. Alors, professionnellement, je ne traite pas que l'émotion. J'ai le côté de cerveau un peu rationnel qui traite l'évolution du rapport de force, ce que ça représente dans la démarche, ce que ça représente dans une saison. Mais fondamentalement, ce que je cherche, c'est avoir quelque chose qui me bouge et qui me remue. Et ça arrive toujours. Je suis toujours heureux de prendre un train un matin pour aller voir un match. Et je vais avoir bientôt 62 ans et ça s'est pas arrêté. Ça, c'est une bonne note sur laquelle finir, je pense. Avec ce sourire-là aussi. Merci beaucoup, Vincent. Merci, Darren. Merci d'avoir partagé ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. Et on te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Juste avant un été où il y a l'Euro quand même à venir. Et puis les Jeux Olympiques, tu y seras aussi? Absolument. Ouais, ça va être un bel été. Ça va être un bel été. C'est pas mal ça. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, vous savez ce que vous avez à faire. Vous partagez avec vos amis, vous en parlez sur vos réseaux sociaux et sur la plateforme où vous nous écoutez. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Les matchs de ma vie. Bye bye.